Bonjour à toutes et tous. On va démarrer dans quelques instants ce webinaire autour de la data. N'hésitez pas à réagir si vous voyez bien notre écran et que vous entendez bien ma voix. On commence d'ici 14h, 14h01, le temps que tout le monde arrive. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou dans la partie Q&R pour dire que vous voyez bien notre slide et que vous entendez bien ma voix. On va commencer dans quelques instants. Merci pour le petit pouce. Allez, je vous propose de commencer. Donc déjà, merci à toutes et tous de vous être inscrits pour ce webinaire autour de la data et plus précisément autour de l'infrastructure data pour savoir si c'est un actif ou une dette. Et on parlera un peu plus en détail par la suite de Microsoft Fabric. Donc aujourd'hui, vous me retrouverez moi, Romaric Mahut, je suis Alliance Manager chez Bluesoft Empower. Michael, je te Bonjour laisse à la main. tous, donc Michael Hurlupé, consultant data chez Bluesoft Empower. Bonjour à tous, c'est Sofiane Yayaoui, donc Senior Partner Solution Architect sur les sujets Data Analytics chez Microsoft. Donc aujourd'hui, au sommaire, on vous propose de parler rapidement de la problématique de la donnée, de sa réponse. Michael nous fera une petite démonstration de Fabric. Ensuite, une partie sur la structuration et sur la gouvernance de la donnée. Et on finira sur l'approche Bluesoft Empower, comment on peut vous accompagner par la suite sur les projets de data. Bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce webinaire. On se laissera quand même un temps en fin de webinaire pour une session de questions-réponses. Mais n'hésitez pas à poser tout au long de ce webinaire, car si la question est pertinente et qu'on est encore sur le sujet, je me permettrai d'interrompre Michael et Sofiane en plein webinaire. Et pour celles et ceux qui nous connaissent, je vous propose un petit sondage pour commencer avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors Karim, pendant si que le sondage s'affiche et pendant que vous répondez, donc avant qu'on parle technique, plateforme, moi je vais commencer aussi par une phrase ou une question qu'on entend souvent, hein, dans les différentes entreprises, c'est «Et nous, on en est où sur l'IA?» Alors c'est une bonne question et c'est une question qui est surtout un sujet d'actualité parce que, toutes les organisations, souhaitent mettre en avant de l'IA. Le problème, c'est souvent qu'on saute presque toujours, la question qui vient avant. C'est, «OK, j'en suis où dans mes données? Est-ce qu'elles sont prêtes finalement pour l'ère des agents?» Donc aujourd'hui, en fait, on va parler, data. Je vous parle un petit peu aussi, d'agents et d'IA avant parce que finalement, c'est un sujet qui arrive, fortement en lien avec les problématiques autour de la donnée puisque jusqu'ici, en fait, on tirait une information, des données. Quand on voulait, consulter de la donnée, on ouvre un rapport, on va chercher le bon onglet, on va chercher le bon indicateur. On est plutôt, du coup, dans une démarche de consultation, là où aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer puisque on est plutôt dans le sens inverse où, on va finalement poser une question et on va vers de l'analyse de l'interrogation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, discuter de tout ça, puisque Microsoft Fabric aujourd'hui apporte finalement toute cette, plateforme qui va permettre de préparer, de structurer correctement la donnée pour pouvoir adresser finalement les sujets qui nous intéressent et qui vous intéressent aussi peut-être très particulièrement, qui sont autour de l'intelligence artificielle. je te laisse peut-être commenter les premiers résultats, Michael, Yes, dans la partie pause. affiché. Donc aujourd'hui, hein, on a quand même pas mal de personnes qui nous disent, que les données sont encore plutôt en silo aujourd'hui, plutôt éparpillées. Donc fichiers Excel, bases éparpillées, ce qui n'est pas surprenant, hein, vous êtes, pas les seuls, c'est quelque chose qui arrive encore, assez fortement. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui sont quand même complètement, outillées avec, des plateformes modernes, très bien gouvernées, avec des Lycos et cetera. Les choses arrivent, les choses sont en train de changer. Microsoft Fabric apporte justement aussi, des accélérateurs par rapport à ça. On voit effectivement qu'il y a aussi, quelques personnes, qui commencent à expérimenter de l'IA sur les données, mais ça reste encore, un panel assez faible, hein, et ce qui est aussi normal par rapport à ça. C'est des sujets qui arrivent, mais on a nécessité de bien structurer pour pouvoir aussi avoir, des données fiables parce que, une IA
basé sur des données fausses, ça peut engendrer un certain nombre de problèmes. Donc effectivement, la structuration des données, ça va être une des premières priorités dans les différents, sujets autour de la donnée. Peut-être avant de passer au problème, juste pour titre informatif, on a refusé par défaut les assistants IA. Donc si quelqu'un a vraiment besoin de son assistant IA, qu'il n'hésite pas à écrire dans le Q&R pour que je l'accepte, mais par défaut, ils sont tous refusés. Donc n'hésitez pas à nous parler dans le Q&R si vous avez vraiment besoin de votre assistant IA. Quoi qu'il arrive, les slides, le replay vous sera envoyé post-webinar, soit ce soir, soit demain matin. Et désolé, Mickaël, je te relaisse la main Pas de sur la souci. partie problématique. Ça marche. Allez, eh ben, on va avancer. Donc, quand on parle, finalement de ce qui freine aujourd'hui, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le terme de la dette data. On connaît tous aujourd'hui la dette, technique. C'est du code, hein, qu'on empile, parce qu'on a été pressé, on a fait des choses, certes qui fonctionnent, mais qui durent dans le temps, sur lesquelles on perd la main et un jour on le paye très cher parce que, la personne qui le maintenait est partie, on n'arrive plus à faire évoluer le système et en fait, on se rend compte qu'avec la donnée, la data, bah, c'est exactement le même sujet. On arrive au même type de problématique. Un des exemples, hein, qu'on voit souvent, c'est, quand on demande un chiffre, simple, mettons le nombre de dossiers qu'on a traités, le mois dernier, bah, en fait, on va avoir un service qui va nous répondre 1 200 et puis le service, à côté qui a fait une extraction aussi de leurs données, bah, ils nous disent, 1 300 et là, on se rend compte et qu'on a un décalage et finalement, on passe 20 minutes en réunion à débattre du chiffre alors qu'on aurait pu utiliser ce temps finalement pour débattre de la décision. Donc c'est un symptôme qui est assez courant et qui est coûteux parce que justement ça fait perdre du temps, là où le temps est quand même assez précieux dans certains sujets autour de la donnée. La partie maîtrise, hein, avec les flux, on a aussi de pas mal d'entreprises, bah, qui ont énormément d'extraction, de macros, de petits scripts qui ont été montés à la main au fil des années. Ça fonctionne très bien, bah, tant que les personnes sont là pour, maintenir, les personnes qui les ont créés et puis, bah, le jour où ces personnes partent, part en congé, bah, on se retrouve justement avec des choses qui nous dépassent et toute cette partie un petit peu qu'on appelle aussi shadow IT, c'est des choses qui sont très courantes et sur lesquelles en fait, on accumule une dette qui est pas du tout négligeable et qui peut justement faire perdre énormément de temps, sur la suite. La traçabilité, c'est quelque chose de classique aussi, c'est, quand on pose la question: «Bah, d'où vient ce chiffre?» On a des personnes qui sont incapables de répondre avec certitude pour dire: «Cet indicateur, ce chiffre, il a été calculé de telle manière, il provient de telle source d'information». On perd finalement confiance dans la donnée. Ça, c'est des choses que j'ai souvent entendues au sein d'entreprises, c'est, on n'a plus confiance dans les chiffres parce qu'il y a eu une problématique une fois, 2 fois et maintenant dès qu'on voit un indicateur, dès qu'on récupère une information, on se pose la question: «OK, mais est-ce qu'on est sûr de cette information aujourd'hui?» Et ça, bah, finalement, c'est quelque chose, c'est un vrai piège, hein, avec cette dette parce que, bah, elle est invisible. Hem, c'est la petite phrase moi que j'aime beaucoup, c'est le coût, caché qu'on ne voit pas au bilan parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pas, mesurable directement en tant que tel, mais qui, au fur et à mesure de décisions qui sont ralenties, de chiffres qui sont contestés, c'est, bah, de l'énergie qui est gaspillée et finalement, au lieu de pouvoir investir cette énergie sur des sujets de modernisation et cetera, on perd du temps là où on devrait pouvoir l'investir sur des sujets de modernisation. Alors, du coup, cette dette et je pense que tu peux passer à la slide, suivante, Romaric, c'est pourquoi c'est critique maintenant? Pourquoi on en parle finalement maintenant de cette dette data? Pourquoi ça devient un sujet urgent? Parce que cette dette, en fait, elle existe depuis pas mal d'années. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles, sauf que jusqu'à présent et encore jusqu'à hier, ben, c'était quelque chose qui était plutôt un inconfort. Un reporting qui était un petit peu lent, des chiffres qu'on rediscute, en pleine réunion. C'est plutôt des choses courantes qui étaient plutôt, bah, quelque chose avec lequel on faisait avec. Ça restait un inconfort, mais c'était pas quelque chose de bloquant. Alors qu'aujourd'hui, finalement, cette, dette, bah, elle s'aggrave de plus en plus et ça devient finalement un passif, qui, devient un point bloquant lorsqu'on veut mettre en place, justement, des agents intelligents, des agents IA qui vont pouvoir, interagir directement avec, ces informations. Puisque, bah, comme je le disais tout à l'heure, présenter un chiffre faux
effectivement, ça peut avoir un certain nombre d'impacts, mais quand, on va aussi un cran plus loin, qu'on pose des questions en langage naturel, qu'on reçoit finalement une information qui est complètement erronée, bah, ça peut, poser de sérieux problèmes d'un point de vue réglementation. Ça peut engendrer des risques sur de la santé, si on parle par exemple d'un point de vue, médico-économique, sur des données liées à la santé. Si l'agent IA va répondre une information qui est complètement incorrecte pour la personne qui se sert de ça, ça peut avoir des impacts qui sont de plus en plus sérieux. Donc aujourd'hui, finalement, cette dette pour nous, elle est critique, elle est, pas forcément, hem, impossible à résorber et justement, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui, c'est qu'on a des outils, pour ça qui nous permettent de pouvoir, bah, aller beaucoup plus loin, de pouvoir fiabiliser, industrialiser la donnée afin de pouvoir justement apporter une réponse suffisamment pertinente pour pouvoir progresser et moderniser l'écosystème data vers vers des technologies et des process qui vont apporter vraiment une valeur ajoutée à toute cette data qui aujourd'hui est dans les différents systèmes opérationnels. Je te laisse la main peut-être, Sofiane, si tu veux un petit peu parler justement de Fabric et de Microsoft. Oui, merci Michael. Je vais te prendre la main, Romaric, si tu peux me la passer. Un peu compliqué de commencer ma présentation avec cette slide, mais je pense que c'est important d'en parler et c'est peut-être une slide que certains d'entre vous ont déjà vue. Mais en tout cas, c'est ce à quoi est confrontée la majorité des DSI qui veulent créer, moderniser, migrer une data platform ou tout simplement créer leur propre data platform. Ce qu'on voit à travers cette slide, on voit justement la variété des solutions qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché qui sont complètement hétérogènes, on-prem, cloud, hybride des fois, qui proviennent de cloud providers, qui proviennent de RP, de bases de données spécialisées, une base de données qui va être plus adaptée au temps réel, une base de données qui va être plus adaptée à du transactionnel, plus pour de l'analytics. On va retrouver les différents clouders les plus gros, en tout cas, et d'autres en tout cas. Chacun arrive avec une solution, des solutions data intégrées dans des ERP, Salesforce, SAP, Dynamics. Et donc, ce que trouve tout DSI, en tout cas, qui veut faire un projet data, c'est quoi choisir, comment choisir, et d'où vient une des expressions qui revenait souvent, en tout cas pour ceux qui avaient vu nos présentations de lancement de Fabric, c'est un CDO qui disait « Je ne veux pas être un Chief Integration Officer, mais plutôt un Chief Data Officer ». C'est-à-dire que je ne veux pas passer la majorité du temps de mes équipes à essayer à faire fonctionner des solutions qui nativement ne sont pas faites pour. Elles vont utiliser un format de données dédié, elles vont utiliser des protocoles propres à eux, et donc on va passer énormément de temps à faire fonctionner le meilleur de chaque élément, le meilleur de l'ingestion, le meilleur du stockage, le meilleur de l'analytics, le meilleur du reporting. Donc l'objectif, c'est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de tirer de la valeur de la donnée assez rapidement, sans passer énormément de temps à essayer de faire fonctionner ces briques-là et créer une sorte de gouvernance, d'adhérence centrale. Aujourd'hui, si on prend une plateforme data intelligente, on va retrouver 4 briques principales. On va retrouver une première qui va être liée à la data intégration, donc injecter, récupérer la donnée là où elle est de nos systèmes sources qui peuvent être divers et variés, qui peuvent être des plateformes web, des bases de données, dont des cloud providers, des ERP. On va retrouver une deuxième brique au milieu qui va être la partie analytics, c'est-à-dire la partie vraiment data warehouse, donc qui va nous permettre de stocker nos données, de créer nos fameux modèles en étoile ou en flocon et la présenter. On va retrouver la partie intelligence artificielle. On ne va pas se contenter de regarder le passé, mais on va essayer de prédire l'avenir dans des modèles d'intelligence artificielle, que ce soit classique avec du machine learning et des modèles de prédiction, à aujourd'hui où on va aller faire du traitement d'image, du traitement d'audio ou même des langages LLM tels qu'on trouve aujourd'hui avec OpenAI, Anthropic, etc. Et la partie BI, vraiment la partie visualisation ou représentation de la donnée. Je
un petit bémol sur visualisation, parce qu'aujourd'hui, on va aussi converser avec ces données, et Michael va nous le montrer un petit peu tout à l'heure. Donc, en gros, une plateforme data, c'est ces 4 briques. Et donc, c'est là où on arrive. Si tu peux passer à la prochaine slide, Romaric, s'il te plaît. Je ne trouve pas le bouton. C'est là qu'arrive Microsoft. Donc, si on regarde au lancement de Fabric, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi, 3 ans, on va reprendre les 4 briques et on va voir où se situe Microsoft dans ces briques-là. Sur la partie intégration, on va retrouver Microsoft ici. Donc, en tant que leader avec ce que vous connaissiez, avec Data Factory ou Synapse Pipeline à l'époque. Donc, un savoir-faire, une connaissance dans la partie d'intégration de données avec tous les connecteurs qui existent sur le marché, etc. La partie analytics, on va retrouver Microsoft ici. Donc, c'est la partie Synapse, optimisation du data warehouse, que ce soit à l'ingestion, que ce soit au requêtage. Hop. Ensuite, on va retrouver la partie intelligence artificielle. Toujours, on va retrouver Microsoft leader à ce niveau-là. On va retrouver les Azure ML Services avec tous les modèles qui existaient. Les Cognitive Services, pour ceux qui connaissent, donc les modèles de langage, les modèles de vision, les modèles audio, text-to-speech, speech-to-text, aujourd'hui avec les modèles LLM. Et la partie BI, Microsoft tout en haut, et c'est le fameux Power BI que je pense tout le monde connaît. Et c'est sur cette base-là qu'a été créé Fabric. La base de Power BI, on parle bien d'une plateforme SaaS. Jusqu'à ce moment-là, toutes les plateformes data qui étaient proposées par Microsoft étaient des plateformes PaaS, Platform as a Service. Notre seul service qui était en mode SaaS, en tout cas pour la partie data, était Power BI. Vous connectez sur une URL, vous avez Power BI qui fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce que c'est facile. C'est pour ça qu'on a lancé Fabric, un peu dans la même logique. C'est une plateforme SaaS qui va nous permettre de faire de la data analytics. Sur la prochaine slide, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vois pas le... Qu'est-ce que c'est que Microsoft Fabric? Donc, Microsoft Fabric, c'est une plateforme SaaS, Software as a Service, unifiée pour faire de la data analytics, pour faire de l'analyse de données de bout en bout. On va retrouver plusieurs workloads. Donc, on va retrouver la partie data intégration. Comme on disait, pour faire une plateforme data intelligente, il nous faut de l'intégration de données. On va retrouver une brique Data Factory qui va injecter et stocker de la donnée. La partie analytics, où on va trouver un moteur optimisé pour stocker et requêter de la donnée, dans un lakehouse ou un warehouse. On verra après quelques détails. Je vais passer database et real-time pour le moment. On va retrouver Power BI, donc pour la partie visualisation, présentation de la donnée. On va trouver toute la partie IQ, donc ça a été renommé, rebrandé IQ, Fabric IQ, donc tout ce qui va être BI conversationnel, machine learning, etc. Et on a aussi 2 autres briques, la partie traitement en temps réel et la partie base de données, vraiment base de données transactionnelle. Ces 6 workloads, on va dire, s'appuient sur une plateforme unifiée, donc une plateforme où on va retrouver Copilot, c'est-à-dire que chacune des briques va être assistée par un copilote au développement, une gouvernance centralisée, que ce soit d'authentification, de sécurisation, d'encryption, d'accès aux données, et un cœur du système qui s'appelle OneLake. On va passer un peu plus de temps sur la partie OneLake. Quelques points importants qu'on va retrouver ici. Donc, on a parlé de gouvernance centralisée. La partie pas de lock, tout ce qui est dans Fabric, tout ce qui est dans OneLake va être stocké dans un format ouvert qui est du Delta Parquet. Le Delta Parquet, donc c'est vraiment un fichier Delta. N'importe quel client qui sait lire du Delta pourra le lire. Donc, ce n'est pas un format propriétaire à Microsoft. Vous pouvez le stocker sur du OneLake en format Delta et le consommer avec n'importe quel autre client. Et je pense que le reste, on en parlera dans les prochaines slides. Si on se concentre un petit peu sur la partie OneLake, donc comme je disais, le OneLake est au centre de la plateforme, il faut le voir comme le OneDrive de la data.
Aujourd'hui, quand vous utilisez votre OneDrive, vous ne vous posez pas la question, est-ce que je stocke une image, un PowerPoint ou un fichier Word? Je stocke toutes mes données. Vous ne posez pas la question, est-ce qu'elle est sécurisée? Le OneLake, c'est la même chose. Donc, tout ce que je vais mettre dans mon OneLake, que ce soit un fichier CSV, que ce soit un Excel, un fichier Parquet, une image, un audio, je vais le stocker et je sais par défaut que toutes ces fondations s'appliquent à ma donnée. Quand je dis OneLake, même si on parle de One, ça ne veut pas dire que j'ai un seul compte de stockage. Ça peut être réparti en plusieurs workspaces, donc environnement de travail, et chaque workspace peut avoir son propre lakehouse, d'où cette représentation. Donc sur le même OneLake, je vais trouver par exemple des données de finance, des données de client 365, de la télémétrie et des KPI business. L'objectif, c'est que cette donnée ne soit pas dupliquée. Comme disait Michael au début, on ne veut pas avoir une version de la même donnée. La donnée, on la stocke à un seul endroit. On sait que c'est la donnée de référence et les autres consommateurs viennent utiliser cette donnée sans avoir à la dupliquer. Sur cette slide, je parle de shortcut. Donc, shortcut, tel que son nom l'indique, c'est un raccourci. Donc, le OneLake a vocation d'être vraiment l'endroit central, le repo central de vos données. Que ce soit vos données qui sont dans Fabric, que j'ai rapatriées dans Fabric avec mon fameux Data Factory, mais aussi des données qui sont déjà dans mes systèmes externes. Donc, c'est possible que j'ai une autre équipe qui a déjà construit un data lake sur AWS ou qui a construit un data lake sur GCP, et je peux tout à fait créer un raccourci sans avoir à copier la donnée. C'est vraiment un lien entre les deux qui va me permettre d'exploiter la donnée dans Fabric sans avoir à la copier et la dupliquer dans Fabric. Elle reste dans le système original et je vais l'utiliser, je vais la croiser avec mes données existantes, etc. C'est donc un des moyens de ramener de la donnée. J'ai la possibilité de rapatrier de la donnée avec Data Factory. Je l'injecte dans mon OneLake. J'ai la possibilité de créer un raccourci. Je fais que l'exploiter, mais la donnée n'est pas transférée dans le OneLake, elle n'est pas dupliquée. Et j'ai une troisième option, c'est la prochaine slide, qui s'appelle le mirroring. Donc, tel que son nom l'indique, c'est une réplication. Et ça, c'est aussi très important parce que ça facilite aussi la réplication quasi temps réel de données qu'on aurait dans des systèmes opérationnels, dans nos systèmes sources. Donc, on peut aller faire du mirroring sur du Snowflake, on peut faire du mirroring sur du SQL, Oracle va arriver, c'est une réplication en temps réel qui va rapatrier de la donnée d'un système source vers OneLake. Quand la donnée est nativement en Delta ou en Iceberg, donc Iceberg c'est le format utilisé par Snowflake, on va pas rapatrier la donnée, on ne fera pas du mirroring, on va rapatrier que la métadonnée, mais on va continuer à consommer la donnée en interne, enfin en local, comme on fait pour les shortcuts. Un point important, le stockage est gratuit parce qu'on est conscient que faire du mirroring signifie dupliquer la donnée. Si on duplique la donnée, c'est-à-dire qu'on la paye déjà dans le système source, mais on la paye aussi sur Fabric, on arrivera après, on parlera de la partie pricing. Mais en tout cas, pour éviter cette double facturation, toute donnée rapatriée dans Fabric avec du mirroring, donc de la réplication. Le slide est parti, Romaric. Pardon. J'ai une petite question en attendant, Sofiane. On Oui. nous demande quel est le format de données stockées dans OneLake. Est-ce qu'il est possible d'avoir des bases de données en SQL? Alors oui, donc il y a la possibilité d'avoir de la base de données classique, donc c'est Fabric Database. Ça, c'est de la base de données transactionnelle, telle qu'on ferait sur du Azure SQL Database ou sur du SQL Server. Sinon, le format natif pour faire de l'analytics, ça reste du Delta Parquet. Delta Parquet, c'est un parquet avec des logs par-dessus qui vont gérer la partie transactionnelle, modification sur le fichier. Mais sinon, c'est le format natif qui est un format ouvert. C'est d'où le principe de l'open data dans Fabric.
le delta parquet. Et peut-être je rajouterai un truc, c'est que le delta parquet, quand il arrive dans Fabric, il bénéficie d'une compression additionnelle qui va permettre d'aller, on n'en parle pas dans cette présentation, mais vous pourrez regarder, aller accéder à la donnée avec ce qu'on appelle du direct lake pour optimiser le requêtage et les requêtes sur ces données-là. Je te laisse passer au prochain slide. Voilà. OK, donc on a parlé du OneLake, on retrouve ici, qui est donc un élément fondateur, un pilier fondateur de la plateforme. On parle aussi de ce qu'on appelle du OneCompute, et qui est un point hyper important. Et je reviens sur ma première analogie de OneLake, c'est le OneDrive de la data. Comme je disais, mon OneDrive, j'y stocke fichiers, images, Word, PPT. Sauf que mon fichier Word, ou par exemple, allez, je vais prendre mon Excel, je peux l'ouvrir avec Word, mais ce n'est pas le plus adapté. Donc, je vais aller l'ouvrir avec Excel. Un PowerPoint, je vais aller plutôt l'ouvrir avec un PowerPoint qu'aller l'ouvrir avec un Word, même si je peux. Au niveau data, on parle de la même chose. Donc, mon OneCompute, ça veut dire que ma donnée qui est dans mon OneLake, je peux aller la consommer par différents moyens qui ont mes workloads. Si c'est une table plutôt SQL, je vais aller plutôt l'attaquer avec ma partie Data Warehouse en T-SQL. Si c'est peut-être une image, un fichier, on va dire JSON, avec une certaine complexité, c'est peut-être plus simple que j'utilise du Python. Donc, je vais aller utiliser du Python ou du Scala. Donc, je vais aller l'utiliser en Spark. Si c'est des données plutôt time series orientées, traitement de temps réel, je vais les traiter avec du KQL, qui est le langage Custo Query Language, qui est adapté à l'interrogation de données en temps réel. Ou sinon, je peux aussi attaquer les données depuis un Power BI en direct. Cette même donnée, comme je dis, je peux l'attaquer, ma table SQL, je peux la consommer depuis mon Power BI, ou depuis mon requêteur SQL, ou depuis mon Spark. C'est tout à fait possible. Et la même sécurité s'appliquera à cette donnée-là. Si j'y ai pas droit, moi, Sofiane, j'y ai pas droit que ce soit du Spark ou du SQL ou du Power BI, j'y aurai pas droit de toute façon. Donc, on parle de OneCompute, le même compute, plusieurs workloads, et quand on dit OneCompute aussi, on parle de différents moteurs. C'est pas le même moteur qui va servir de l'ingestion que le moteur qui va servir du requêtage en DAX ou le moteur qui va provisionner un Spark. Par contre, on n'a pas besoin de provisionner 3 ou 4 moteurs différents. Chaque on va dire, brique ici va aller consommer la même unité de calcul pour interroger la donnée. Quand ça va être du Spark, elle va utiliser de la ressource pour provisionner un Spark. Quand c'est du SQL, elle va provisionner des ressources pour le consommer en SQL. Et tout ça sur une seule brique qu'on appelle une capacité Fabric. Et on arrive normalement à la prochaine slide et on parle de ça. Voilà. Donc, on arrive vraiment au modèle économique. Donc, on va payer deux choses dans Fabric. On va payer du compute, on va payer du stockage. Le stockage, assez simple. Je paye ce que je stocke, c'est facturé à la quantité, au gigabyte par mois. Le compute, donc comme je dis, j'achète une capacité qui est un mix de CPU, de RAM, d'IOPS. Mais cette même capacité, je peux l'utiliser sur toutes ces briques-là. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces briques-là ne sont pas sollicitées au même moment. Par exemple, la nuit, je vais plutôt faire de l'ingestion de données. Ensuite, une fois que c'est injecté, je vais peut-être passer un peu plus de temps à la transformation de ces données-là pour la stocker dans mon DataWare ou dans mon Lakehouse. Et plutôt la journée, je vais plutôt solliciter le moteur Power BI, puisque les utilisateurs viendront interroger et utiliser leur rapport par-dessus. Donc, cette utilisation, elle est lissée au fil du temps sur un même moteur pour différents workloads tout au long, en tout cas, du cycle de vie de la donnée. Donc, pour résumer, on paye deux choses, de la capacité de traitement et du stockage. Si on passe à la slide d'après.
Je crois que... Ouais, il y en a une en trop, Ouais, pardon. il y en a une en trop. Voilà, donc ça reprend un petit peu ce que je disais. Donc le moteur de calcul, c'est une capacité qui va être partagée avec plusieurs fonctionnalités dans Fabric. Il y a possibilité de la payer à l'usage. Donc je lance un job, je l'allume, le job est fini, je l'arrête. Ou je peux faire une réservation sur une année qui va me faire des économies de l'ordre d'environ 40%. Le stockage, c'est l'endroit où je stocke ma donnée qui est payé au giga par mois. Si on regarde à peu près ce que ça représente, donc on a créé cette slide-là, les capacités dans Fabric, ce qu'on appelle les F-SKU, donc ça démarre de F2 à bien plus que F64, on s'est arrêté à F64, mais s'il y a possibilité, ça peut aller plus loin. On raisonne en capacité unit, en unité de traitement, et on va retrouver le prix en pay as you go. Là, ça veut dire que c'est le prix, donc si je prends la F2, 256 € par mois. Si elle était allumée, 30 jours, 24 heures. Sauf que, comme je disais, le pay as you go a un avantage, c'est que ça me permet de l'allumer et de l'éteindre au besoin. Donc, généralement, quand on part sur un modèle pareil, je vais plutôt peut-être le faire sur un environnement de développement, mettre en pause ma capacité le week-end, la mettre en pause le soir, scaler qu'au besoin, parce que je peux faire du scale-up aussi à la demande. Sinon, je suis en réservation et là, j'achète vraiment une capacité fixe avec 41% de discount. Et là, j'ai par exemple un F2 pendant un mois, tout le temps allumé, qui me coûte 152 € par mois. Voilà, j'ai fini. Je te redonne la main, Michael, pour une démo. Yes, je vais vous partager mon écran. Hop, c'est celui-ci. Est-ce que vous pouvez juste confirmer que vous voyez bien l'interface? Romaric, c'est C'est bon? tout bon. Ouais, c'est Ok. tout bon. Donc, pour cette démo, donc je vais vous montrer un petit peu, justement, ce qu'on peut faire avec, Fabric, sur un petit jeu de données, assez simple. Donc pour, ce webinaire, j'ai créé un workspace dédié dans lequel j'ai créé un lakehouse. Donc ce qu'on disait tout à l'heure avec, Sofiane, hein, c'est que ce lakehouse, il est intégré finalement dans le OneLake de Fabric, donc le OneLake qui est sur Mountain Hunt et j'ai un catalogue OneLake, hein, qui est disponible où je vois finalement l'ensemble de tous les lakehouse, tous les éléments que j'ai pu, créer. Donc vous avez cette vue finalement et nous on va se concentrer là sur, cette partie pour ce webinaire. Donc dans ce lakehouse, aujourd'hui, moi j'ai commencé à intégrer finalement des fichiers qui venaient donc d'informations plutôt, sur une thématique de film avec un certain nombre de films, des utilisateurs et puis des notations, qu'ils ont pu faire. Donc ces fichiers, moi, je les ai déjà intégrés dans mon lakehouse en tant que fichier plat. Donc pour ça, j'ai été les chercher finalement dans mon espace local, hein, sur mon desktop, pour pouvoir les importer directement. Alors je peux aussi, hein, les avoir directement dans un explorateur Windows, puisque le lakehouse, le OneLake est accessible aussi, hein, en tant que dossier. Je pourrais venir directement ici chercher dans mon OneLake et venir copier-coller, mes fichiers, CSV directement ici. Donc là, je les ai intégrés et pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les intégrer, dans mes différentes tables, hein, qui vont servir derrière pour, la partie, Power BI. Pour ça, je suis passé par un notebook. Donc le notebook, ça va être un ensemble de codes qui vont nous permettre finalement de pouvoir traiter cette information. Donc c'est un notebook qui a été, mis en place sur du PySpark, donc on est sur du Spark ici. La session, je l'ai démarrée. Ce qu'on peut voir, hein, et ce qu'il faut noter, par rapport, par exemple, à du Data Factory, c'est que la session Spark est très, très rapide à se lancer. Ici, on est en 11 secondes, hein, pour lancer la session, là où ça peut être beaucoup plus long sur, d'autres, systèmes. Donc, j'ai commencé, finalement à intégrer mes fichiers. Ce qu'on voit, hein, c'est que je vais charger mon fichier qui était aujourd'hui ici, dans mes fichiers RAW. Donc mon fichier, Movie. Donc je fais juste un display dessus pour voir finalement le contenu sur mes premières lignes, hein. Je vois que j'ai des informations avec des séparateurs de 2 points où, j'ai après ce qui semble être le nom du film. Donc
Ce que je fais, c'est que je vais justement traiter un petit peu ces fichiers, puisqu'on voit qu'il y a les informations qui sont via des séparateurs. Donc, je vais créer en fait un certain nombre de colonnes avec un ID, un titre, une catégorie. Là où, comme ça, on voit finalement sur le résultat que j'ai directement en fait ma valeur qui est disponible avec le nom du film, les différentes catégories. Donc, on voit que les catégories sont aussi liées entre elles hein, par une barre. Donc, on va aussi les traiter après coup pour pouvoir les exposer, les scinder. Donc ce notebook, hein, ça permet finalement de pouvoir facilement, tester des choses, les exploiter. Je peux finalement voir aussi un certain nombre de résultats directement, hein, sur, mes informations issues du tableau. Ce qui est important, c'est que pour faire ce genre d'activité, il n'y a pas forcément besoin de coder. Il n'y a pas forcément besoin de connaître tout le code. On a aussi aujourd'hui des outils, notamment avec Copilot, qui nous permet de générer du code. Et ça, c'est un exemple que je vous ai fait avec, finalement les magic, code ici, on voit avec le pourcentage code, je peux taper, quelque chose en langage naturel. Donc, extrais-moi, l'année de mon movie title dans le movie, par, catégorie, donc en les splittant en 3. Et là, en fait, quand je l'ai lancé, ça m'a généré finalement le bout de code associé et on voit en fait qu'il y a un certain nombre d'expressions régulières qui ont été faites. Alors c'est des choses, hein, que je pourrais faire assez facilement en allant, finalement récupérer, les bonnes informations. Mais là, finalement, en une phrase, bah, je peux, très facilement avoir mon bout de code qui est généré, donc c'est un fort gain de temps et même si on n'a pas toutes les connaissances techniques, toutes les connaissances Python ou PySpark, on est en capacité de pouvoir finalement intégrer assez facilement les informations. Ce qu'il faut noter aussi, hein, c'est que il y a une couche finalement d'intelligence artificielle qui apporte aussi, un peu de sécurité dessus, hein, puisqu'on voit que j'ai fait une faute de frappe dans, ici, mon nom de colonne. Je l'ai appelé, movie tile au lieu de movie title. Il a quand même été en capacité, hein, finalement de pouvoir, récupérer le bon nom de colonne qui s'appelle movie title pour pouvoir me générer les bonnes informations qui m'intéressent. Donc là, à partir de là, j'ai exécuté, hein, et on voit effectivement que, bah, ça commence à prendre forme, mes données, puisque pour chaque, film, bah, j'ai les différentes catégories qui ont été, renseignées. Alors pour certaines, il y a qu'une seule catégorie, donc l'information n'est pas renseignée, mais sinon j'ai, mes 3 catégories qui apparaissent bien. Donc là, j'ai repris finalement l'ensemble de l'exécution, de ce code pour pouvoir, bah, intégrer à la fois donc mes movies, j'ai fait pareil avec les utilisateurs, avec le rating. Et tout ça donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec Sofiane, c'est que pour l'instant, moi, je l'ai intégré finalement dans un fichier Parquet. Donc je l'ai sauvegardé donc dans mon fichier Parquet au niveau donc de mes données ici, en files et derrière, je vais aller lire mes fichiers Parquet pour pouvoir, bah, créer, mes tables, en mode delta avec donc une table de faits et 2 tables de dimensions qui représentent mes utilisateurs et mes movies. Donc ici, ce qu'on voit, hop, c'est dans mes tables, effectivement, ça m'a créé bien mes 3 tables ici et donc j'ai, mes fichiers Parquet qu'on avait vus tout à l'heure, hein, qui sont disponibles, hein. Donc le Parquet avec, son extension Parquet ici et donc, mes tables en mode delta qui sont du Parquet finalement avec toute la partie, historique des traitements sur la donnée en tant que telle. Donc à partir de là, une fois que j'ai, toutes mes informations ici, hein, dans mon lakehouse, je peux aller, créer un modèle sémantique. Donc ça va être la manière dont, les tables sont reliées entre elles, la manière dont je vais pouvoir, analyser les informations. Donc ici, je vais créer un nouveau modèle sémantique. Hop, je confirme. Donc le modèle est assez basique, hein, puisque j'ai ici que 3 tables avec, 2 dimensions et une table de faits. Dans la réalité des projets, on peut avoir des modèles beaucoup plus conséquents, beaucoup plus importants, avec, des dizaines de relations entre les tables. Là, on va rester sur quelque chose de très simple pour vous montrer finalement l'intérêt aussi et la facilité à laquelle on a la possibilité de pouvoir rapidement exploiter, la donnée. Donc là, c'est en train de me charger, hop, mon modèle sémantique. Donc, mes 3 tables ont été intégrées, ce que je vois ici. Donc je vais mettre ma table de faits au milieu et je vais venir, bah, finalement créer mes relations. Donc pour ça, bah, en fait, ça va se passer avec les ID. Donc mon movie ID est relié à mon movie ID. Hop, je vérifie que j'ai, la bonne cardinalité et cetera.
Je vais créer donc ma relation. Je vais faire pareil avec mon utilisateur, ID, etc. Sur ma table de faits, donc mes ratings, par défaut, j'ai une catégorisation qui est une somme. Étant donné ici que je travaille plutôt avec donc une valeur qui est entre 1 et 5, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt la moyenne de mes movies. Donc je vais ici sélectionner le average et je vais finalement masquer aussi les ID puisque c'est pas quelque chose qui va m'intéresser dans mon reporting. Hop, je vais juste désactiver ici les ID pour ne garder finalement que le rating dans ma table de faits. Donc là, voilà, j'ai un modèle qui est prêt à être utilisé. Donc pour ça, je vais juste créer maintenant un nouveau rapport de manière très rapide. Et là, j'ai pas forcément envie de créer, tout de suite des tables et cetera. Je vais laisser finalement Copilote, gérer ça. Donc ce que je peux commencer à faire finalement, c'est, demander une description, hein, de mes données. Donc je vais lui demander finalement d'analyser assez rapidement, le contenu de mon modèle sémantique au niveau des dimensions, des faits. Donc là, il va travailler quelques secondes et nous apporter finalement une première analyse des informations qui sont à l'intérieur sur, les indicateurs pour, proposer aussi un certain nombre d'analyses, hein, qui sont pertinentes. Donc là, effectivement, il comprend bien la table de faits sur, les ratings, qui est la table qui va servir pour analyser les informations liées au film, la partie user, la partie movies. Donc là, il a la partie description et puis donc il explique aussi un petit peu finalement à quoi peut servir ce modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer 4 visuels, hein. Un visuel pour avoir ma moyenne de votes sur les films, avoir un top 10 aussi sur les films qui sont les mieux notés, avoir les catégories aussi qui ressortent par défaut par rapport aux notations. Donc voilà, c'est des choses qu'on a l'habitude finalement de faire aussi directement dans Power BI Desktop, hein, où on va mettre les visuels, les configurer, etc. Là, ça s'adresse finalement à des profils, à des personnes qui veulent rapidement pouvoir analyser des informations, mais qui n'ont pas forcément toutes les compétences, ou en tout cas qui ne veulent pas perdre de temps sur Power BI Desktop. Donc on voit qu'on peut rapidement, en quelques clics finalement, voilà, avoir quelques visuels qui vont me permettre finalement d'analyser mon jeu de données avec les informations les plus pertinentes qui ont été trouvées à l'intérieur. Donc la mise en forme est forcément très, très simple, hein, puisque ça a été généré avec l'IA, mais derrière, ça peut servir finalement de base de travail pour pouvoir être un accélérateur et aller beaucoup plus loin finalement sur les capacités de ce que je peux faire avec mon modèle sémantique, etc. Donc ça, finalement, c'est un des axes de consommation de la donnée, hein, qu'on a vu. L'axe complémentaire aujourd'hui, maintenant qu'on a des données qui sont suffisamment bien structurées, c'est aussi la possibilité finalement d'aller en langage naturel poser des questions à un agent pour pouvoir récupérer des informations pertinentes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que j'ai l'interface en fait d'un agent que j'ai commencé à configurer et je lui ai posé une question simple, hein, c'est quel est le meilleur film de 2000? Et donc pour ça, il a été se baser sur mon modèle sémantique, sur des instructions que je lui ai données, que je vais vous montrer après, pour finalement faire une interprétation et me ressortir tous les résultats pertinents. Donc les films classés donc pour l'année 2000 avec la note moyenne et en complément aussi avec le nombre de votes. Parce que moi, ce qui m'intéresse, et c'est une information que j'ai donnée ici à mon agent dans les instructions, c'est quand je parle finalement de meilleurs films, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est une pondération entre le nombre de votes et la popularité finalement du film. Donc à partir de ça, en fait, il a été en capacité finalement d'analyser ma demande. Quand je parle de meilleurs films, il a pu aller extraire l'information en disant: «OK, j'ai besoin de faire une pondération, donc je vais me baser à la fois sur le nombre de votes, sur la moyenne pour pouvoir finalement donner un top 10 de ces films» et on voit que Gladiator ressort finalement en tant que meilleur film pour cette année 2000.
Donc voilà un petit peu sur les capacités aujourd'hui qui sont offertes avec Fabric. Ce que vous voyez, c'est qu'en quelques minutes, j'ai intégré un certain nombre de fichiers, j'ai pu faire un certain nombre de traitements pour extraire les informations pertinentes qui m'intéressaient de ce fichier, et j'ai pu créer un modèle sémantique et commencer à faire un premier agent qui me permet aussi, en langage naturel, d'interagir finalement avec ma donnée, puisque en tant qu'utilisateur, je considérais par exemple que les informations qui étaient dans ce graphique sont certes pertinentes, mais ne m'apportent peut-être pas suffisamment la réponse que je cherche. Moi, j'ai juste besoin tout de suite de poser une question. Donc, j'ai intégré finalement cette notion d'agent sur lequel je peux interagir directement. Et cet agent, derrière, il peut être aussi publié directement, par exemple, sur un Teams, ce qui permet à des personnes de pouvoir interagir finalement avec les données qui ont été stockées dans le OneLake sans avoir à se connecter sur Power BI, mais en passant directement par Copilot dans Teams. Voilà un petit peu sur cette démo de l'outil. Je vais relaisser Romaric reprendre la main sur le partage et on va parler un petit peu de la suite, sauf si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, on Il y pourra en y a une répondre. il y en a Oui. une à l'instant, donc avant de passer à la suite, je te la pose. Dans le OneLake, il est possible de faire de la vérification de données cross-base pour faire de la data quality, avec potentiellement des agents IA pour faire les vérifications automatiquement et qui peuvent par la suite mettre des résultats dans Power BI. Est-ce que c'est possible? Alors tout à fait, hein. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a, c'est, un certain nombre de fonctionnalités, notamment les AI fonctions dans Fabric, qui permettent justement d'apporter une couche, d'IA sur le traitement et la qualité, de la donnée. Donc ça veut dire, par exemple, qu'on est en capacité sur, de la donnée de pouvoir faire, du croisement automatique ou alors d'aller renseigner, par exemple, un cas d'exemple tout simple, hein, c'est j'ai un certain nombre de produits, j'ai mes catégories ou mes familles de produits qui ne sont pas remplies constamment dans mes données. En fait, je peux brancher justement des fonctions qui vont, en fonction de la donnée du produit qui a été récupéré, se baser sur des correspondances, sur des équivalents de produits pour aller renseigner finalement une famille ou une catégorie directement à la volée. Donc ça peut apporter finalement aussi un certain nombre d'accélérateurs sur toute la partie qualité de la donnée, puisque aujourd'hui on a la possibilité justement de pouvoir, avec ces fonctionnalités liées à l'IA, rajouter des couches de vérification complémentaires. Et si on veut aller beaucoup plus loin, on a aussi finalement toutes les fonctionnalités qui sont intégrées et disponibles via Foundry pour pouvoir interagir finalement et intégrer des modèles complémentaires qui vont pouvoir nous permettre d'aller encore plus loin sur la qualité de la donnée avec les agents et les modèles qui nous sont mis à disposition par Foundry. Merci, Michael. Je te laisse enchaîner sur la partie gouvernance. Oui, tout à fait, ouais. Donc, quand on parle de gouvernance, hein, c'est, ce qu'on veut dire par là, c'est l'importance finalement d'avoir confiance dans l'IA, d'avoir confiance dans les données. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment la partie qui est la plus importante, hein. On ne peut pas faire d'IA si on n'a pas confiance et qu'on n'a pas de gouvernance associée à notre donnée. Et ça, pour le coup, c'est comme on l'a vu, hein, avec, la présentation de Sofiane et la démo. Aujourd'hui, Fabric, c'est la bonne réponse. C'est la bonne nouvelle finalement qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est que ces problématiques liées à la donnée, ces problématiques liées à la mise en place de stratégies IA, de gouvernance, de qualité, c'est des choses qui existent aujourd'hui, qui sont outillées et qui sont intégrées via Fabric, qui apportent finalement ce catalogue, cette traçabilité de bout en bout. On sait d'où vient un chiffre, on sait comment il a été traité, on sait comment il a été enrichi, comment il a été agrégé, travaillé avec les autres indicateurs. On a une sécurité fine de la donnée. On est en capacité de pouvoir appliquer un certain nombre de niveaux de confidentialité, de traiter toute la partie RGPD. Et tout ça finalement au sein d'une même plateforme unique, centralisée, qui nous apporte finalement toute cette maîtrise, au niveau, des risques qui pourrait y avoir aujourd'hui dans les usages autour de la donnée et de l'IA. Donc aujourd'hui, cette plateforme, c'est un réel accélérateur quand on veut structurer, quand on veut mettre en place une gouvernance, une qualité fiable de la donnée pour pouvoir justement, par la suite, mettre en place des use cases autour de l'IA. C'est vraiment la condition primaire de pouvoir structurer correctement les informations au sein de son système d'exploitation.
Alors nous aujourd'hui, côté, Bluesoft, hein, et tu peux passer je pense, à la slide suivante. C'est notre approche, hein, de pouvoir vous accompagner justement dans la construction de ce type de plateforme. Nous aujourd'hui, c'est une réponse qu'on met en place qui n'est pas qu'une réponse technique. Aujourd'hui, nous, on met finalement l'utilisateur au centre de cette expérience parce que le besoin, il arrive du métier, il arrive des utilisateurs. C'est ce qu'on disait au début sur les différentes problématiques, c'est des utilisateurs métiers, c'est le contrôle de gestion qui a des difficultés à exploiter correctement son fichier Excel, et cetera, qui a besoin d'une réponse à la fois, méthodologique, mais aussi technologique, sur ces différentes problématiques. Et nous, on part finalement de cette vision métier, de ce besoin, des utilisateurs pour pouvoir apporter finalement toute cette couche d'industrialisation, d'architecture, de gouvernance pour leur mettre en place finalement une solution technique qui répond au mieux à leurs, différents besoins. Et ça, pour le coup, c'est mis en place donc avec Fabric, sur lequel on va pouvoir, travailler avec vous. On va pouvoir vous accompagner dans une prise d'autonomie, sur la solution, puisque l'idée, c'est aussi d'être en mode co-réalisation où on va, à la fois faire un certain nombre, d'actions techniques sur la plateforme, de paramétrage et cetera. Mais on souhaite aussi que vous ayez la main derrière sur la plateforme, de vous rendre au plus autonome pour pouvoir aussi, profiter pleinement de toutes les fonctionnalités qui sont offertes par, Fabric. Parce qu'aujourd'hui, on a vu une partie des fonctionnalités. Il y a aussi d'autres choses, hein, aujourd'hui qui arrivent dans Fabric. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus, sur lequel Microsoft met le plus en plus de moyens aussi. Il y a encore pas mal de fonctionnalités qui sont en train d'être en mode preview et qui vont apporter justement des gains complémentaires, des fonctionnalités complémentaires pour pouvoir toujours, plus encore exploiter et valoriser l'information que vous avez aujourd'hui dans vos systèmes d'informatique. Et tu peux aller sur, la dernière slide, qui est finalement nous, aujourd'hui, en termes d'accompagnement, comment on peut, travailler avec vous sur cette partie-là. Il n'y a pas besoin de faire un big bang quand on met en place du Fabric. Ça peut être fait en différentes étapes. Une manière simple, hein, c'est finalement, d'être dans un mode un petit peu de transition, d'établir avec vous une feuille de route. On part de votre besoin, on part de l'existant, on regarde finalement où vous en êtes, c'est quoi vos difficultés et comment on peut apporter finalement une réponse, technologique et méthodologique qui va vous permettre d'aller justement vers un accélérateur, décisionnel pour pouvoir fiabiliser et industrialiser beaucoup plus facilement, les données que vous avez aujourd'hui. Donc ça passe finalement par la mise en place d'un POC, par une petite feuille de route, par, un audit, un cadrage en quelques jours qui va vous permettre finalement d'avoir la bonne vision de comment vous pouvez aujourd'hui déployer du Fabric et concrètement, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est quoi le ROI de mettre en place Fabric pour tel ou tel, cas d'usage? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment ça va fiabiliser et comment ça va aider les utilisateurs à, à mieux comprendre, à mieux exploiter l'information et le gain de temps qu'ils vont surtout avoir derrière. Une fois qu'on a cette, feuille de route, on peut aussi justement être dans un mode projet avec la construction de ce socle, créer vraiment une usine à données, hein. C'est vraiment travailler sur votre patrimoine data pour pouvoir l'exploiter au mieux, avoir cette source de vérité au sein de votre système d'information et pouvoir derrière justement commencer à aller plus loin sur, les cas d'usage, sur de l'intelligence artificielle, sur, justement tous les sujets qu'on a pu voir, aujourd'hui. Et après on peut aussi, finalement vous accompagner plutôt sur une couche, d'optimisation, d'excellence. Si vous avez déjà des choses en place, on peut venir, vous aider justement à, améliorer l'écosystème existant parce que des fois, vous pouvez avoir mis en place, du Power BI, du Fabric, pas forcément de la manière la plus optimale possible. En tout cas, vous avez aujourd'hui un certain nombre de problématiques de performance, de ralentissement. Donc nous, on est aussi en capacité justement de pouvoir vous accompagner pour, auditer, comprendre avec vous les difficultés et vous apporter finalement des axes d'amélioration, des gains de performance sur votre environnement existant. Donc c'est sur ça aujourd'hui que Bluesoft Empower, on se positionne et aujourd'hui nous, c'est l'outil qu'on met en place, hein, Fabric, pour justement toute cette partie de gestion du patrimoine de la donnée. Voilà un petit peu sur, cette présentation. On vous laisse la main justement maintenant si vous avez des questions. On se tient à votre disposition avec Sofiane pour pouvoir, y répondre. Pour les personnes qui ont posé des questions dans le chat, n'hésitez pas s'il vous faut plus de détails sur les réponses apportées. On avait dit qu'on laissait 5 bonnes minutes pour la partie questions-réponses, donc il est 55, on a respecté le timing, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si vous préférez la poser par oral, je levez juste la main et on vous activera le micro si besoin.
Peut-être juste un truc, Michael. Comme il y a eu la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir une base de données SQL? Est-ce que tu peux te repartager et montrer le SQL endpoint sur ton Lakehouse? Bien Comment sûr. j'interroge mes tables? Donc, on a bien vu que Michael les interrogeait avec du PySpark, donc du Python, mais ces mêmes données sont aussi interrogeables en SQL. Et on va juste vous le montrer. Donc ici, par défaut, effectivement, j'étais sur mon Lakehouse et ici, on peut voir que j'ai la possibilité finalement de pouvoir utiliser mon endpoint SQL Analytics. Et là, on va retrouver finalement une interface similaire à Synapse, hein, sur laquelle on peut justement rapidement faire aussi du SQL sur les données que j'ai à disposition. Et bien sûr, après, je peux mettre aussi du copilote pour pouvoir m'aider à mettre en place les scripts qui m'intéressent. Donc là, j'ai mes schémas qui sont disponibles sur mes tables. Et donc, je peux faire très rapidement un select from DBO Team Office. Et donc là, je suis dans une interface qui me permet finalement de pouvoir utiliser directement du SQL. Du SQL sur des tables, nativement, toujours, on reste sur du Delta Parquet, mais je les interroge avec du TSQL, tel que vous le ferez pour n'importe quelle table SQL. Ce que vous voyez, donc, c'est le SQL endpoint que vous pouvez connecter à n'importe quel client SQL, du SSMS ou votre client SQL que préféré en tout cas. C'est une manière aussi d'accéder aux données. Et Ça, ouvert s'il y a, a d'autres questions. ouais, ça a généré une autre question. Du coup, est-ce qu'en résumé, on peut dire que c'est un peu un rôle d'ETL? Alors, non, parce que l'ETL fait partie de la plateforme et c'est très bien justement du coup ce que tu montres, Michael, c'est que la plateforme Fabric, elle fait pas que de l'ETL, c'est vraiment la partie ETL effectivement, donc la partie ingestion, mais c'est aussi donc la transformation, de la présentation et de l'intelligence artificielle. La partie ETL, c'est ce que montre Michael avec les Fabric Pipeline. On va ingérer de la donnée et la transformer. Mais dans Fabric aussi, on va la stocker, on va l'optimiser, on va la représenter à travers un modèle sémantique. On va créer un rapport Power BI. Power BI est aussi dans Fabric. Et ensuite, l'agent IA pour faire de la BI conversationnelle. Vas-y, à toi, Michael, si tu voulais Voilà, montrer quelque chose. c'était voilà, pour montrer un petit peu, donc il y a une petite partie d'ETL effectivement, hein, puisqu'on peut créer des pipelines qui vont nous permettre, comme un ETL, de pouvoir avoir un certain nombre de conditions sur nos flux de données, hein. On voit ici de pouvoir faire des if, des for each, etc., pour pouvoir finalement avoir tout un pipeline d'ingestion qui va nous permettre de travailler, d'enrichir la donnée. Et on voit qu'on peut se connecter aussi à pas mal de sources différentes, hein. Aujourd'hui, c'est aussi la puissance de cet outil pour pouvoir finalement récolter, ingérer l'information dans le OneLake et derrière pouvoir la retraiter et la préparer finalement pour les outils de reporting, pour les agents, pour les personnes qui vont consommer l'information. Et la petite fonctionnalité que j'aime bien, qui est les notifications là à droite, quand je crée mon pipeline, je peux aussi envoyer une petite notif sur Teams. Non, 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 là où tu étais. Ouais, La notification, l'activité Teams pour envoyer une pop-up Teams à la fin de mon pipeline. oui, c'est ça. Juste le clin d'œil à nos amis de Teams. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous laisse avec 1 minute ou 2 d'avance et on vous souhaite une belle après-midi et on reste entièrement disponible si vous avez la moindre question à la suite de ce webinaire. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Ah, nouvelle publication. Quels sont les besoins cas d'usage les plus récurrents qui justifient un investissement dans Fabric/OneLake? C'est un cas d'usage ou un besoin qui revient plus souvent chez nos clients? Alors, je vais y aller, je te laisse, Michael, Ouais, compléter. On va retrouver des cas un peu divers, honnêtement. Mais ce qu'on voit souvent, on voit souvent des gens qui font du Power BI, euh, on va dire de manière un petit peu décentralisée. Des data analysts qui vont utiliser leur Power BI dans leur machine
parce qu'il a accès à une base de données, mais en même temps, il a accès à un SharePoint, il a accès à un OneDrive. Il va aller créer son propre modèle pour répondre à un besoin financier, à un besoin marketing. Et donc, on va se retrouver dans des cas où plusieurs data analysts vont faire la même chose ou plus ou moins la même chose dans leur coin. Et là, c'est vraiment un cas assez courant d'utiliser ce savoir-faire, parce que ces personnes ont construit un savoir-faire et un modèle qui fonctionne, l'industrialiser dans Fabric. Et vraiment, la marche n'est pas très élevée, parce que comme on disait, c'est une plateforme SaaS, comme on dit, it just works. Tu te connectes et ça marche. Donc, c'est un cas qu'on voit assez souvent. Après, on va trouver d'autres cas de migration de plateformes qui seraient on-prem, où on a des problèmes de performance, de scalabilité, d'opérationnalité qu'on a envie de moderniser. Mais c'est souvent les deux cas, on va dire, qu'on va retrouver. Vas-y, Michael, si tu voulais compléter. Non, mais je pense que tu as parfaitement résumé la chose, hein. Aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir fiabiliser, structurer, l'information qui a été, préparée un petit peu, de manière silotée chez les différents, analystes. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on met en place pour éviter la duplication de données. On est sur une source de vérité unique et on évite d'avoir justement derrière ces problématiques de: «J'ai un chiffre différent de mon voisin parce que il a travaillé sur un jeu de données qui était différent de moi alors que l'information de base de la source était la même. Justement, on s'affranchit de tout ça et on a une plateforme unique, une source de vérité unique sur laquelle on est en capacité de fiabiliser et d'apporter une réponse concrète aux différents besoins des utilisateurs. Dernière petite question avant de vous laisser, messieurs. Est-ce qu'on peut utiliser Fabric pour faire de l'analyse de fichiers dans Office 365 et notamment pour nettoyer les données sur les sites SharePoint? Alors oui, techniquement, c'est des choses qui sont possibles puisqu'on peut, se sourcer sur, l'environnement Office 365. Donc on peut se connecter, sur, un SharePoint pour pouvoir récupérer la liste de tous les fichiers. On a les dates de mise à jour, on a, les informations de qu'est-ce qui a été créé. Donc on peut, finalement appliquer, un certain nombre de règles pour dire: «OK, je sors la liste finalement des informations qui ne sont plus pertinentes, des fichiers que je dois supprimer derrière». Top. Ben, merci, messieurs. Je pense qu'il est temps de se quitter. Encore une fois, on reste disponible post-webinaire si vous avez la moindre question. Et merci à toutes et tous pour votre participation et à Sofiane et Michael pour la qualité du webinaire. Merci, messieurs. Merci à tous, hein. Bel Merci à après-midi. tous. Bonne journée. Au revoir.